si je vous dis usine, délocalisation, entreprise française, financement de l'État à des groupes qui licencient, est-ce que ça vous parle? On va décortiquer tout ça. Dans quelques heures aura lieu une manifestation nationale à Paris à l'appel de la CGT Métallurgie pour défendre les emplois dans l'industrie automobile. Le secteur se prend en pleine figure des fermetures de sites et des licenciements depuis des années. Une vraie désindustrialisation en marche finalement, sans mauvais jeu de mots. Alors nous recevons pour en parler Frédéric Sanchez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de la CGT Métallurgie et avant de commencer à discuter de tout ça avec vous, je pense qu'il faut qu'on regarde tous ces images. Vous êtes spectateur d'un massacre, tout simplement. Un massacre où l'État est le principal acteur de ce massacre. Au dernier moment, ils nous ont lâchés. Donc c'est une trahison. On prend ça comme si on était planté dans le dos. Reste à annoncer la nouvelle aux salariés qui ont fait le voyage depuis Saint-Claude. Un silence pesant. Parle, Naïl, dis quelque chose. Dis-nous. Laisse-le. Non, mais... C'est liquidé. Puis l'expression de la colère. Ça, c'est vrai. Ce qui est marqué là-dessus, là. Regardez. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, au lieu de rester ministre, là, reconvertissez-vous en chauffeur de corbillard. Voilà, c'est ce que vous êtes exactement. Alors, ces images elles sont fortes et c'est l'histoire de la fonderie MBF dans le Jura. Une fonderie, pour la faire simple, produit des pièces, des carters par exemple, pour les voitures et notamment le groupe Renault. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour cette fonderie du Jura où on l'a vu, les images ont beaucoup marqué? L'intervention de Naïl, que je connais bien, qui est le délégué syndical de cette fonderie, ils ont vécu des plans successifs de délocalisation, de restructuration, pour à la fin arriver à une fermeture du site, alors que c'est une fonderie qui avait un potentiel industriel, des capacités, qui aurait pu développer, y compris d'autres produits. Les camarades ont travaillé sur des projets qui auraient pu permettre un développement et une pérennisation des emplois. Force est de constater que aussi bien la direction de l'entreprise que le gouvernement, au lieu d'accompagner justement les possibilités de redonner une dynamique à cette fonderie, ont accompagné la fermeture de cette fonderie, y compris avec des subventions publiques, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a une fuite en avant, Naïl le dit bien, il emploie le mot assassin, je pense que c'est le mot qu'on doit attribuer aujourd'hui à ce gouvernement, mais pas qu'au gouvernement actuel, aux gouvernements successifs. Il y a eu le gouvernement aujourd'hui Macron, avant Hollande, avant Sarkozy, et on peut dire que depuis maintenant plus de 30 ans, on a un pays qui se désindustrialise, alors qu'à longueur de journée, on a des ministres qui passent sur les plateaux, qui nous disent il faut relocaliser les productions, il faut redonner une dynamique industrielle à la France. Et nous, ce qu'on se constate sur le terrain au quotidien, c'est des fermetures de sites, des restructurations, des pertes de savoir-faire, des pertes de compétences. Et force est de constater que ce n'est pas l'activité qui est supprimée, étant donné que les activités qui ont été fermées dans le Jura seront faites dans d'autres pays. Ce qu'on appelle vulgairement les pays à bas coût, low cost. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des milliers de familles qui se retrouvent à la rue dans des situations de précarité extrême. Et ce que vivent aujourd'hui les camarades et les salariés de MBF dans le Jura, c'est exactement à quoi sont confrontés d'autres salariés. On peut parler de la fonderie Sam, on peut parler des fonderies de Bretagne, c'est pas du tout un cas isolé. Voilà. Cette histoire-là, c'est pas du tout un cas isolé. C'est exactement la même chose qui se passe dans énormément de fonderies, si on fait l'état des lieux. Donc il y a Alvan Suisse à Dior dans l'Indre, redressement, donc c'est-à-dire pas encore en liquidation, mais chercher un repreneur, etc. 287 salariés. Il y a eu la liquidation donc de MBF Jura qu'on vient de voir, 280 salariés qui a voulu se changer en scope, mais qui sans aucun engagement de Renault derrière. La fonderie de Bretagne, 334 salariés. La fonderie Sam Aveyron, là, tout récemment, Théophile en a parlé ce matin, 346 salariés, donc celle-là, elle est en liquidation. Il y a celle aussi en Meurthe-et-Moselle, la fonderie FVM, liquidation, 127 salariés. Il y a aussi les fonderies du Poitou. Alors, je me permets de faire un focus sur les fonderies du Poitou, car elles sont symptomatiques de ce qui est en train de se passer pour l'industrie en France. J'en parle aussi car je les ai suivis, ces fondeurs, côté aluminium et côté fonte pendant des mois. Ces fonderies, elles appartenaient à Renault avant d'être lâchées et revendues à des groupes privés qui se sont succédés pendant 10 ans, tous les 2-3 ans, ça a changé de groupe privé. Un groupe rachète, prend le carnet de commande, le savoir-faire, les subventions de l'État, puis part. Le dernier en date, c'est Liberty Alvance. Et de son côté, Renault
unique qu'un client qui commande les pièces à ces usines délocalise ses productions. Ensuite, donc, crise du diesel, le Covid, et bref, après des années de lutte, la fonderie Fonte est liquidée, 288 salariés sur le carreau. Le côté aluminium, plus de 300 emplois, est toujours en redressement, même si certaines fonderies sont encore sous Renault actuellement. C'est un schéma qu'on trouve partout en France, en fait. Voilà, c'est une généralisation des stratégies mises en place par les grands groupes. Là, c'est Renault, mais on pourrait citer PSA et d'autres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une fuite en avant. Une fuite en avant avec un risque de perte de filière entière. La filière fonderie, c'est une filière considérée il y a quelques années filière d'excellence, étant donné que c'est le démarrage de l'industrie, au même titre que la sidérurgie. Et on voit qu'aujourd'hui, les fonderies qui étaient sous la marque Losange, on va dire, Renault, historiquement, de décennie en décennie, Renault s'est désengagé de ces fonderies. La dernière en date, c'était la SBFM, en Bretagne, qui avait réussi, après une lutte dure, il y a une dizaine d'années, à rester sous l'étiquette Renault. Force est de constater que Renault, 10 ans après, remet le couvert, exactement avec ce que vous décrivez par rapport aux fonderies du Poitou, se désengage, vend à du privé. Le privé, bien évidemment, le seul objectif, c'est la financiarisation à outrance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une industrie qui répond aux besoins des populations, mais une industrie qui répond aux besoins financiers. Et c'est exactement le schéma qui est en train de se dessiner par rapport aux fonderies. On a encore de l'espoir, étant donné qu'il y a des luttes importantes qui se développent sur les territoires. Mais bon, force est de constater que Renault, avec la complicité, et je pèse mes mots quand je dis complicité, du gouvernement et du ministère de l'économie, aujourd'hui accompagne cette casse industrielle avec des conséquences, vous avez dit, vous avez décrit 200 d'un côté, 600 de l'autre. Quand on additionne, c'est à peu près 2000 emplois au niveau des fonderies qui pourraient être amenés à disparaître. 2000 emplois dans l'industrie, c'est 3 emplois induits à chaque emploi supprimé. Donc si on fait l'addition, c'est peut-être 6000 emplois qui risquent de disparaître. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un discours de façade, en plus à quelques encablures d'échéances électorales présidentielles, législatives, et il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est ce qu'a décrit Naïl dans son intervention, ce qu'ont décrit d'autres camarades lorsqu'ils sont intervenus par rapport à ces situations. Il y a la réalité, nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est la poursuite de la désindustrialisation de la France avec des pans entiers, des fonderies, la sidérurgie, la filière automobile dans sa globalité qui est fortement menacée. Donc on voit bien, il y a le discours de façade et réellement ce qui se pratique au quotidien dans les entreprises. Puis 300, 600 emplois, on ne se rend pas compte, mais dans des territoires ruraux, là où souvent sont les fonderies, c'est énorme comme impact social. Mais vous parlez de l'État et de la responsabilité des ministères. On se regarde d'ailleurs Agnès Pannier-Runacher, un ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, donc chargé de l'industrie, quand la fonderie du Poitou-Fonte a été rachetée par Liberty il y a 2 ans. De manière générale, nous déployons un plan pour accompagner les entreprises du diesel et leur donner des moyens pour diversifier leur production. On voit la ministre promettre de belles choses, pourtant 2 ans après, c'est la liquidation. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut en arriver là, en fait? Quand on met une ministre qui ne sait pas ce qu'est l'industrie, on peut avoir que des réponses comme celle qui vient d'être donnée. On fait un effort pour tout ce qui est moteur diesel sous-adjacent, c'est-à-dire on essaye d'accompagner la fin des moteurs thermiques. C'est ça un peu ce que dit la ministre, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, étant donné qu'on a eu des échanges au ministère avec Pannier-Runacher, avec Bruno Le Maire et d'autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans leur logique, ils sont sur une logique de dire, dans 10 ans, il n'y a plus un moteur thermique sur le territoire national. Et on passe tout à l'électrique. Et ça nous ramène à une autre question qui est, je ne sais pas si ça viendra dans les points que vous avez mis par rapport à cette interview, mais si on fait le lien avec la disparition du moteur thermique, l'arrivée en 2030 de tout à l'électrique, ça voudrait dire qu'il faudrait construire, pour alimenter ces moteurs électriques, entre 4 à 5 centrales nucléaires supplémentaires. Donc on a un discours d'un côté où on nous dit il faut limiter l'énergie nucléaire, et d'un autre côté on nous dit il faut développer au maximum le moteur électrique. C'est une foutaise. C'est une foutaise, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui va disparaître en termes d'activité industrielle autour des moteurs thermiques ne sera pas remplacé par des emplois autour du moteur diesel, étant donné que ce n'est pas du tout les mêmes modes de fabrication. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui,
On a un gouvernement qui n'a aucune stratégie industrielle, aucune. Aujourd'hui, ils accompagnent la casse, alors qu'il y a des pays à côté, sans dire que c'est des modèles. Hein. Parce qu'on voit ce qui se pratique en Allemagne, par exemple. Je dis l'Allemagne parce qu'on sent qu'il y a quand même un gouvernement, même si on peut être en opposition sur certaines stratégies qui ont été mises en place en Allemagne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'industrie allemande continue à se développer, alors que l'industrie en France continue à dégringoler à vitesse en plus accélérée dans la période. Puis à noter et à rappeler aussi que, par exemple, l'État est actionnaire de Renault. Vous avez pointé la responsabilité de l'État. On sent aussi cette colère contre l'État en disant, bon, à l'époque, je reviens avec les fondeurs du Poitou, mais quand on était embauché chez Renault, ça y est, c'était le boulevard, c'était le CDI pendant 30 ans. On est une entreprise de l'État, on est sous Renault. Est-ce que, des années après, vous vous sentez complètement trahi par l'État? On parle entre les subventions, le fait que l'État est actionnaire, le CICE, ce genre de choses. Renault, c'est des dizaines de millions d'euros. Quand je parle de dizaines de millions d'euros, on a peut-être plus d'1 milliard qui a été donné depuis plus de 20 ans au groupe Renault. Justement pour, soi-disant, maintenir, développer l'emploi, les capacités industrielles, travailler sur l'ingénierie, sur les nouvelles modes de fabrication. Force est de constater qu'aujourd'hui, Renault, dans sa stratégie qu'il applique dans ses, y compris usines de production, on voit qu'il y a de plus en plus des emplois précaires qui se développent. Aujourd'hui, par exemple, sur une chaîne Renault, où à l'époque, on avait 20 à 30 salariés en CDI, la même chaîne 20 ans après, c'est 20 à 30 salariés intérimaires, avec ce qu'on sait, le traitement qui est réservé à l'intérim en termes de salaire, conditions de travail, etc. etc. Donc, au lieu de pérenniser les emplois et de développer justement ce que nous, on porte au niveau de la CGT, un CDI, y compris reconductible si on change d'entreprise, aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse qui se produit, avec une accélération inquiétante des emplois précaires, intérimaires, mais pas que. Des emplois d'une semaine, des emplois de 2 jours. C'est ça la réalité de ce qui se pratique aujourd'hui dans les boîtes de la métallurgie. Mais il y a quelques semaines, notre président de la République prononçait les mots réindustrialisation, vous l'avez bien dit, avec le plan, par exemple le plan 2030. Il parlait déjà de l'automobile l'année dernière, on va l'écouter. Et l'après dans l'industrie automobile, c'est le monde de la motorisation électrique. L'après dans l'industrie automobile, ce sont les véhicules autonomes. Et c'est bien cette avant-garde que notre pays doit incarner. Mais l'après se prépare dès maintenant dans la consolidation de notre tissu industriel. Et nous ne saurions embrasser les défis de demain si nous laissons des entreprises, petites ou grandes, des constructeurs comme leurs sous-traitants, tomber dans la période difficile que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre durant les prochains mois. La Banque Postale vous présente... Donc là, il parle du plan de relance de l'automobile de 8 milliards d'euros mis en place en mai 2020. Il y a eu aussi un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros à Renault, par exemple. Il y a eu aussi la création du fonds d'avenir de l'automobile doté de 1 milliard d'euros destiné à la modernisation, je cite, et la numérisation des chaînes de production, à la transformation écologique. Bref, on voit que l'État veut mettre le paquet, en tout cas dans le discours, dans l'industrie automobile. Est-ce que ça, vous l'avez vu sur le terrain? Et est-ce que vous y croyez à ces discours? Le président Macron, c'était le ministre de l'économie sous le gouvernement de François Hollande. Le même discours qu'il tient sur la filière automobile, il l'a tenu sur la filière énergie, lorsqu'il y a eu la fusion Alstom-General Electric. C'est exactement le même discours. Avec, aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer au niveau de General Electric. Le même discours, avec les mêmes effets, sur ce qui se passe sur la filière automobile. Donc, on a un président de la République qui dit être soucieux d'un maintien et d'un développement de l'industrie sur le territoire national, notamment sur la filière automobile, considérée comme filière d'excellence, étant donné que ça reste encore, en nombre de salariés, la filière automobile, la filière qui emploie le plus de salariés, que ce soit chez les constructeurs, sous-traitants, équipementiers, etc. etc. Mais les milliards qui ont été distribués, les millions, voire les milliards qui ont été distribués par l'État, uniquement pour le groupe Renault, parce qu'à côté, il y a le groupe PSA et d'autres, n'ont pas servi à développer des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies, à asseoir l'assise industrielle de l'industrie que nous, on considère comme lourde, la sidérurgie, les fonderies, etc. Ça a servi surtout à accompagner les délocalisations, les restructurations et, in fine, les fermetures d'entreprises. Donc on voit bien, entre le discours que tient Emmanuel Macron, un discours électoraliste, on va dire, et la réalité
de ce qu'il met en application sur le terrain par le biais de ses ministres, on voit qu'il y a le discours, et une fois que j'ai dit déjà, et la façade, et la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Vous n'avez pas vu la couleur de l'argent, quoi? Pas du tout. Si, on l'a vu, elle a accompagné. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lorsqu'il y a eu la réunion à Bercy, où on avait fait un rassemblement à l'époque, la CGT, Bruno Le Maire dit on met 30 millions de plus au pot, les termes employés par le ministre, pour accompagner la restructuration et la délocalisation. C'est-à-dire, on met 30 millions pour que les salariés qui vont perdre leur emploi puissent partir avec un chèque qu'eux considèrent comme honorable. Donc, pour eux, ils ont fait le boulot. Ils ont mis l'argent, ils ont accompagné, sauf qu'ils n'ont pas accompagné pour maintenir les activités, mais pour casser et in fine, les fermetures que vous avez citées, Fonderie du Poitou, la SAM dans l'Aveyron, on ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée, mais on commence à avoir une idée assez claire de la finalité de cette fonderie. Donc on voit bien que, oui, des millions, il y en a eu de mis sur la table depuis des décennies, sauf qu'aujourd'hui, le constat, et personne ne peut s'y opposer, même le gouvernement, c'est qu'en termes d'emploi industriel, on a perdu une capacité industrielle sur certaines filières importantes de 20, 30, voire 50%. Donc pour retrouver cette capacité industrielle au moment où l'industrie va repartir, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un redémarrage de l'industrie, on aura perdu les savoir-faire, les compétences, et une fois qu'on les a perdus, en règle générale, on a du mal à les récupérer. Ces millions, ces milliards, on voit qu'ils sont vraiment tournés, que ce soit Renault, etc., ou l'État, ils sont vraiment tournés pour, vous l'avez dit, transformer le parc automobile en électrique. Est-ce que ça, c'est une solution qui est viable à long terme? Parce que l'électrique, dans 10, 15 ans, même dans 5 ans, en fait, va poser d'autres questions industrielles. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution magique pour sauver l'industrie automobile en France? Moi, je voulais dire, au préalable, si on veut passer tout le parc auto, notamment particulier. Après le poids lourd, tout ça, c'est un autre sujet, mais le parc automobile particulier en électrique, horizon 2025-2030, c'est un peu les objectifs que se sont fixés les gouvernements successifs. Il faut construire entre 4 et 5 centrales nucléaires. Ça, c'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui, on est dans l'incapacité de retraiter ces batteries. Donc, on va les envoyer encore dans des pays qui sont dans des situations d'extrême pauvreté, voire d'esclavage dans certains endroits. Je ne vais pas vous citer les mines qui se développent dans certains pays. Et troisièmement, il y a la question environnementale. On ne peut pas à longueur de journée nous dire qu'il faut créer les conditions pour répondre aux enjeux environnementaux, étant donné que la planète devient de plus en plus menacée, et considérer que le moteur électrique va répondre à cette préoccupation. Au contraire, il va l'aggraver et l'accélérer. Il y a eu des tests qui ont été faits par les ingénieurs de chez Renault qui font la démonstration qu'un moteur diesel aujourd'hui est moins polluant qu'un moteur électrique. Ça, il y a des études qui ont été faites. Donc nous dire qu'aujourd'hui, passer tout à l'électrique, c'est une réponse, y compris aux enjeux écologiques, c'est de la foutaise là aussi. Donc nous, on considère qu'il faut maintenir les moteurs thermiques. Pourquoi pas passer à un développement du moteur hybride, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres constructeurs, pour ne pas les citer Toyota, avec les résultats, y compris en termes de vente. On voit aujourd'hui où Toyota se positionne. Et bien évidemment, développer l'électrique, mais pas considérer qu'on doit passer tout à l'électrique. Parce que nous, on considère, enfin, au niveau CGT, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais ça ne répondra pas aux enjeux qui vont nous être posés très rapidement, notamment sur les questions environnementales. Moi, ce que j'ai beaucoup observé, c'est que la transition écologique était un peu l'argument favori pour excuser toutes ces fermetures, tous ces licenciements. Moi, j'ai donc, comme je disais, travaillé sur les fonderies du Poitou, où il y a et l'aluminium et la fonte. Donc la fonte a fermé. Est-ce que ce savoir-faire de la fonte aurait pu aussi répondre à des enjeux écologiques, par exemple pour les rails SNCF pour plus tard, où ces plans-là ont été complètement refusés par le gouvernement et Renault? Nous, on est souvent dans l'opposition par rapport au discours ambiant qui est porté. Nous, on considère que l'industrie et le développement de l'industrie, y compris de l'industrie lourde, ça peut être une réponse aux enjeux environnementaux. On pense qu'aujourd'hui, il y a des technologies, y compris, vous avez cité les fonderies fonte et aluminium, mais pas que. Au niveau de la sidérurgie, il y a des prototypes qui ont été... vous parliez de Florange dans la première partie de l'émission. C'est un cas d'école, Florange.
On aurait pu là développer concrètement une industrie qui réponde à ces enjeux environnementaux. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, considérer que, comme certains à longueur de journée sur les plateaux disent l'industrie, c'est polluant, il faut pas la supprimer, mais presque, pour permettre justement de répondre à cet enjeu, nous on dit le contraire. Nous on dit au contraire, mieux on aura une industrie qui se développe, notamment sur les nouvelles technologies, et mieux on arrivera à répondre aux enjeux environnementaux. Et je pense que c'est là-dessus qu'il devrait y avoir un débat à l'échelle nationale. Et surtout que là, il délocalise, donc ça ne répond pas aux enjeux environnementaux. Et en plus, oui, il délocalise les productions. Donc, une fois qu'elles sont délocalisées, les productions, elles ne reviennent plus. Même si l'on parle de relocalisation, nous, aujourd'hui, en termes de relocalisation, dans l'industrie métallurgie, je parle, il y en a eu 0. Il n'y a aucune relocalisation. Au contraire, et le problématique, c'est qu'on nous fait croire que l'activité disparaît. Non, l'activité ne disparaît pas. Ce qui se fera plus à la SAM aujourd'hui, ou ce qui ne fera plus dans le Poitou aujourd'hui, ça se fera en Espagne, ça se fera dans les pays du Maghreb, ça se fera dans les pays de l'Est. Voilà, la réalité, elle est là aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin justement, dans cette campagne politique qui s'ouvre, mettre ces enjeux qui, pour moi, sont une priorité. Parce que sinon, on va se retrouver très rapidement dans un pays complètement désindustrialisé, excusez-moi, et avec des conséquences pour tout ce qui est les métiers qui gravitent autour de l'industrie, notamment les métiers de la fonction publique. On voit quand on ferme une fonderie sur un territoire, les conséquences que ça a sur l'ensemble des emplois qui travaillent autour de cette industrie. Je parle des hôpitaux, des écoles, etc. etc. Oui, donc, moi, on le voit sur le terrain. Je pense qu'on a besoin de mesurer cette dimension et ce que représente l'industrie aujourd'hui, si on ne veut pas se retrouver très rapidement en très grosse difficulté. Puis même la dépendance aux autres pays. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était vraiment que l'argument, c'était la transition écologique, mais qu'on continuait à produire et à commander les pièces ailleurs. Mais bon, après, on ne va pas pouvoir en parler des heures, surtout des fonderies, mais au-delà des fonderies, on va finir là-dessus. Est-ce que ce phénomène de désindustrialisation, il touche tout le secteur de la métallurgie? On l'a vu par exemple avec Valeo, General Electric, IBM, etc., Michelin. Est-ce que ça touche que les fonderies ou c'est surtout le secteur de la métallurgie que vous voyez cette crise-là, clairement? Aujourd'hui, on a un nombre de filières assez importantes qui sont, on ne va pas dire menacées de disparition, mais qui sont menacées d'un affaiblissement à court et moyen terme. Il y a les fonderies, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en direct. Il y a la question de la sidérurgie, qui continue à être fortement dégradée, avec un donneur d'ordre qui s'appelle Arcelor, qui est un peu le monopole aujourd'hui sur le territoire national au niveau de la sidérurgie. Et on voit que sur la sidérurgie, il y a des inquiétudes sur certains sites. On n'est pas en train de dire que ces sites-là vont fermer, mais sur le site de Fos-sur-Mer, par exemple, on a des inquiétudes sur la pérennisation de ce site, sur la filière aéronautique, alors que les carnets de commandes chez Airbus sont remplis jusqu'en 2030. Sur la sous-traitance aéronautique, on a des plans de restructuration conséquents. Figeac Aéro, etc., etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas une filière aujourd'hui qui est épargnée. Donc, on voit bien qu'il y a une accélération au niveau de tout ce qu'on peut considérer comme le périmètre industriel, hein, au-delà de la métallurgie, hein, parce qu'il y a tout ce qui gravite autour de mine-énergie, etc., etc. Et on voit qu'aujourd'hui, si on additionne métallurgie et les autres secteurs d'activité en termes de pertes industrielles, on se retrouve avec quelques milliers, voire millions d'emplois qui risqueraient d'être supprimés à moyen et long terme. Donc voilà, on est dans une situation aujourd'hui, on est à un tournant où on a un gouvernement qui crée les conditions pour justement développer et maintenir les emplois et les industries sur le territoire national, où on a un gouvernement qui continue à accompagner les restructurations, les délocalisations. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer. On a une journée d'action aujourd'hui, la métallurgie, pas que sur la bataille industrielle, parce qu'étant donné que on a un gouvernement et un patronat qui, en plus de démolir l'industrie, sont en train de démolir toutes les garanties collectives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé, au niveau de la métallurgie, faire ce temps fort de mobilisation devant l'UMM, devant le siège du patronat de la métallurgie, qui se situe à avenue de Wagram à Paris. Et donc, on sera bien évidemment en manifestation à partir de 13h, avec des prises de parole qui auront lieu devant l'UMM, où on dénoncera bien évidemment cette situation industrielle, et en même temps cette casse de ce qu'on peut appeler le statut du métallurgiste. Voilà.
Vous m'avez enlevé le mot de la bouche, on le rappelle. Donc aujourd'hui, vous vous rassemblez à l'appel national de la CGT Métallurgie pour défendre l'industrie automobile, la convention collective et tout ce qu'on vient de dire. On aurait pu en parler pendant des heures. Donc vous vous rassemblez à 11h, place de Clichy, si je ne me trompe pas, et vous irez jusque devant l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Sanchez. Pour nous, la matinale, c'est déjà terminé. On se retrouve sur lemediatv.fr/soutien. On a besoin de vous pour continuer à produire une information indépendante. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la matinale. Merci d'avoir été là, à celles et ceux qui seront aussi en différé, spectateurs, auditrices, abonnés, donateurs et sociaux. À demain.